Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, entretien sur le thème « La véritable éducation dans l'optique théosophique ». Alors pour démarrer, une première question sur le but et les conditions d'une bonne éducation. Alors l'éducation, le sens du mot éducation. Oui, c'est le fameux bourrage de crâne qu'on reproche parfois à l'instruction. L'éducation, ça veut dire étymologiquement conduire à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire donc aider les bonnes potentialités à s'épanouir. Maintenant, là-dessus, bien sûr, l'instruction n'est pas critiquable, elle est nécessaire, mais elle vient s'inscrire dans une démarche intelligente d'une vie riche. Question ? Pourquoi a-t-on besoin d'une éducation ? Aujourd'hui, d'une manière générale, notamment si on pense à l'UNESCO, on voit que l'éducation, en tant qu'enseignement, on va dire, scolaire, permet à l'être, au tout petit enfant, de devenir un jeune adolescent avec un minimum d'instruction, la capacité de lire, la capacité de raisonner, la capacité d'analyser, la capacité de calculer, de comprendre donc ce qui se passe dans le monde moderne avec un minimum de connaissances technologiques. Mais au-delà de ça, si on parle de l'éducation, cette instruction doit être, on va dire, enrichie et accompagnée d'une approche qui va permettre à l'être humain, au petit être humain potentiel, de devenir un être humain vraiment responsable avec l'aspect, on va dire, éthique et de bon sens, de sens civique, etc. Donc qui accompagne le terme éducation. Donc l'instruction permet de couvrir toutes les premières parties, c'est-à-dire l'éducation, l'apprentissage de la lettre, du calcul, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Et l'aspect éthique de l'éducation, c'est un accompagnement assuré notamment par les parents, mais aussi les instructeurs, et aussi la société au sens large. Alors quel enjeu, justement, on parle de la société, quel enjeu pour l'humanité ? Quel enjeu pour l'humanité, bien sûr, c'est un enjeu extrêmement important, puisque si notre aspect animal prédomine, aidé par un aspect intellectuel, eh bien, nous allons bien sûr faire des catastrophes, c'est-à-dire que l'intelligence va être exploitée pour l'égoïsme et le désir de puissance de certains. Donc, on risque toutes les catastrophes possibles, puisque on peut développer ainsi un très grand pouvoir sur les autres. Donc, il s'agit bien d'une éducation qui permet de découvrir le monde, de découvrir la vie, ce qui est vivant, alors que l'instruction simple ne permet que de découvrir en quelque sorte une lettre morte. L'éducation permet de découvrir la vie et ce qui est vivant, c'est-à-dire les autres êtres vivants, et donc de participer en tant qu'être vivant, conscient d'être vivant, à la vie, et donc en pleine conscience de cette vie, autant que nous sommes conscients de nous-mêmes au moins. Alors qu'est-ce que c'est qu'une véritable éducation théosophique ? Alors on ne va pas donner une définition dogmatique, puisque chacun doit découvrir cela. L'éducation, c'est ce qui permet de faire ressortir et de manifester ce qui est à l'intérieur. Il y a une définition, on va dire, qui est applicable à chacun et qui est universelle. Mais dans les grandes lignes, pour essayer de comprendre cela, on voit que selon que l'on considère l'être humain comme un simple, on va dire, ensemble, un penseur qui doit se débrouiller avec intelligence dans le monde, ou que l'on considère que le petit être humain, qui est l'enfant, est une âme, c'est-à-dire un centre de conscience spirituelle, on voit que l'approche va être différente. Pour la théosophie, puisque c'était le but de la question, le petit être humain, dans un petit corps tout nouveau, est
est en fait une âme très ancienne. Du coup, cela donne les deux dimensions, la dimension qui est l'éducation, donc le développement et l'aide à développer cet aspect intelligence analytique et intelligence profonde du penseur, mais en même temps, on voit que ce qui doit ressortir de l'intérieur, c'est que l'âme étant un centre de conscience spirituelle, la dimension éthique est également contenue à l'intérieur et s'épanouit avec l'aide dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des particularités qu'il faudrait noter, des choses plus précises pour la pré-enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte? Certainement qu'il y a des stades, effectivement, et il est certainement également qu'il faut s'adapter à chacun, car aucun enfant n'est identique à un autre, mais il y a bien sûr des règles générales néanmoins. La règle générale, c'est l'ouverture d'esprit et de cœur, hein, l'ouverture à tous les êtres, l'ouverture à toutes les idées, sans aucun préjugé. Il s'agit bien sûr de former des enfants qui n'ont pas de préjugés, qui réfléchissent par eux-mêmes, qui accueillent toutes les idées, mais qui y réfléchissent, qui ne se laissent pas impressionner par ceci ou par cela, qui est à la mode ou qui provient de quelqu'un qui en impose par sa prestance extérieure. Donc, c'est très important, donc, cette absence de préjugés, cette capacité de réflexion et d'intuition, et surtout cette ouverture donc, à ce qui est vivant et à ce qui est conscient, enfin à tous les êtres. Alors, comment éveiller la curiosité chez les jeunes? Oui, alors, beaucoup de choses à dire, et en rebondissant sur la réponse précédente aussi, c'est que cette ouverture d'esprit doit accompagner en fait l'éveil qui est naturel. Éveiller la curiosité, finalement, c'est quelque chose que la nature présente. Chez un tout petit enfant, il y a une impulsion qui vient naturellement, qui pousse un tout petit enfant à tendre la main vers un objet. Ça, c'est chez les tout petits. Et donc, ainsi de suite, on présente différents objets, des couleurs, on chante, etc. Donc, il y a tous les sens qui s'accompagnent dans une certaine direction, c'est-à-dire l'éducation et l'accompagnement de cette curiosité, mais pour satisfaire la curiosité intellectuelle avec l'éveil de l'enfant et aussi la consolidation de son psychisme progressivement. Mais il y a aussi, chez les jeunes adolescents, ça ne sera bien sûr pas tout à fait pareil, mais aujourd'hui on voit que dans tous les foyers en général, il y a par exemple une télévision. Donc, comment satisfaire la curiosité? Alors, on va dire, eh bien, montrons toutes les images, toutes les chaînes sont ouvertes, le programme que l'enfant veut à n'importe quel âge, ou que l'adolescent peut regarder. Et c'est là où, finalement, l'accompagnement de l'entourage est important, c'est utiliser les mots qui ont été utilisés, juste dans la réponse précédente, c'est-à-dire cette intuition, le bon sens, on va dire, hein, d'une manière générale. On ne va pas montrer des scènes de violence à un enfant, il a été prouvé que toutes les scènes de violence peuvent susciter le même comportement dans l'individu, tôt ou tard. Donc on va éviter de systématiquement mettre l'enfant devant des scènes de violence, de sexe, de tout ce qui peut dégrader cette éducation. Et puis chez l'adolescent, eh bien, on ne peut pas contrôler chaque geste et chaque, on va dire, conversation et fréquentation, mais l'adolescent qui a été éduqué avec ses grands principes et ses valeurs va aussi être armé de ce sens, ce discernement. Donc la curiosité va être satisfaite, parfois, peut-être à son insu, mais il apprendra que ce sont des choses qui vont finalement le perturber. Des films très violents peuvent provoquer des cauchemars, des choses comme ça. Donc très vite, l'entourage qui est là pour échanger avec lui va pouvoir le conseiller, mais jamais le culpabiliser, mais le conseiller et l'orienter dans une meilleure direction de l'épanouissement. Comment faire pour délivrer un
enseignement libre de tout sectarisme? Eh bien, en n'étant pas sectaire soi-même, bien sûr, hein, en exposant tous les points de vue, en disant, eh bien voilà, il y a des personnes qui pensent ceci, des personnes qui pensent cela, des personnes qui pensent encore autrement, et donc sur tel ou tel sujet qui n'est pas simple, hein, sur la nature profonde de l'être humain, eh bien voilà, et on peut aussi demander à l'enfant ce qu'il en pense lui-même, voilà, et de l'inviter à réfléchir, à en discuter avec nous, parce qu'effectivement, il y a une nécessité d'une ouverture d'esprit dynamique, c'est-à-dire d'une réflexion large, profonde et nourrie par toutes sortes d'idées, y compris des idées qui n'ont peut-être pas encore été exprimées dans notre civilisation, qui sait. Alors, peut-être une petite idée, effectivement, ça c'est très important, cette sensibilisation à l'extérieur et au fait qu'il y a une diversité de modes de pensée, donc une tolérance, c'est comme ça que l'on va inculquer l'idée de tolérance, mais en même temps, il y a l'idée de peut-être l'éveil de l'interdépendance. Et ça, c'est une idée qui nous semble vraiment en rapport avec, comme une idée jumelle hein, de ce qu'on vient de dire, c'est que lorsqu'on montre à un enfant que le pain qui est sur la table ou le fait qu'on prenne un transport pour aller quelque part, on prend le train, mais qui a construit le train, qui conduit le train, qui a conçu les trains, qui a construit les rails, etc. Ce sont juste des petites questions ou des informations qui vont montrer à l'enfant que ce qu'il fait finalement est aussi le résultat d'une multitude d'aides et de contributions que les autres hommes ont apportées pour son confort, pour sa nourriture, etc. Mais en même temps, il y a l'idée que soi-même, on peut penser aux autres et ne pas avoir un comportement trop égoïste. Et un tout petit enfant peut apprendre ainsi à partager, à donner, à aider, à tendre la main. Et ce sont des choses qui sont inculquées très naturellement, mais cette interdépendance ouvre la porte à beaucoup d'éveil. Alors, quels seraient les besoins particuliers du cycle actuel? Qu'est-ce qu'il faudrait enseigner avant tout? Que faudrait-il enseigner avant tout dans le cycle actuel? Eh bien, certainement, effectivement, cette ouverture d'esprit et puis cette ouverture de cœur, hein, reconnaître cette interdépendance des êtres à tout niveau hein, et de tous les règnes en fait, considérer la vie comme un tout, mais où chacun avec ses particularités à sa place et où chacun peut s'épanouir au contact des autres et aider les autres à s'épanouir dans une fraternité très conviviale, très, très positive, très joyeuse. Donc, cet enseignement n'est pas évidemment un enseignement théorique, bien qu'il puisse comporter une part théorique. C'est l'exemple qu'on peut donner, évidemment, aux enfants de cette pertinence à laquelle ils sont sensibles, de l'échange libre et joyeux, convivial, respectueux des uns et des autres. Dernière question sur cette partie. Comment concilier conscience et éducation? Qu'appelle-t-on conscience alors? Conscience et éducation. Qu'est-ce qu'on appelle conscience? Eh bien, conscience, c'est conscience d'être conscient et conscience qu'il y a d'autres êtres conscients, donc sensibles et intelligents, à des degrés divers, sur des aspects divers. Et en fait, il n'y a pas évidemment deux individus, deux personnalités identiques. Et tout ça, toutes ces différences sont complémentaires. Hein. Donc, c'est très important effectivement, d'être pleinement conscient que l'éducation mène à plus de conscience, rapproche de la vérité, d'une vérité vécue, celle des êtres déjà, et puis une vérité plus profonde, et que l'instruction vient comme un instrument hein, sur ce fond-là, comme un instrument dont on va faire quelque chose de vivant pour justement participer intelligemment à la vie. La voie de la conscience, elle est là, elle est un
reflet de cette intuition qui est en fait un sens, un pouvoir très fort dans chaque individu, puisque guidé par l'éducation, on peut montrer que finalement taper sur un chat, taper sur un autre enfant à côté quand les enfants sont tout petits, ça peut faire mal, c'est faire prendre conscience qu'il y a quelque chose. Et ça va donner en fait la conscience de la sensibilité du respect de l'autre. Et après, il y a avec l'âge de la raison, vers 7 ans et plus, peut-être même un peu avant, cette conscience qui va se développer et accompagner avec tout ce qui vient d'être dit, c'est le fait que finalement l'autre marche à ses côtés et s'il y a de la souffrance, on doit aider, s'il y a de la joie, eh bien on fait bénéficier les autres. Donc cette espèce d'ouverture vers les autres qui se concrétise par des gestes, par des actions tout à fait naturelles et adaptées à chaque enfant, bien sûr, et à chaque âge, puisqu'on ne va pas l'éviter. Mais ça vient de l'intérieur, finalement. Merci. Alors, on va passer maintenant à une deuxième série de questions sur l'éveil de l'enfant à la vie et à la responsabilité. On l'a déjà évoqué, on va essayer d'approfondir ces idées-là. Alors, comment éveiller en chacun le penseur libre, créatif, courageux et responsable? Et bien là, certainement, en montrant l'exemple dans tous les moments de la vie, de quelqu'un qui, face à n'importe quel problème, l'aborde sans fuite ni agressivité, mais l'aborde avec réflexion et humanité, et sans parti pris, sans sectarisme, c'est-à-dire la responsabilité, assez simple au fond à définir, c'est être intelligemment du côté des solutions et non de la pérennisation des problèmes. Donc courageusement, et bien sûr forcément courageusement, de toute façon, il est nécessaire d'être courageux dans la vie puisqu'il y a toujours des moments difficiles. Donc c'est par l'exemple effectivement qu'on enseigne ce courage, mais évidemment on peut en parler avec l'enfant à tous les niveaux. La loi de karma, c'est une loi qui est très simple à comprendre, mais qui est effectivement extrêmement complexe quand on veut essayer de comprendre les causes. Et dans l'approche philosophique, on dit qu'on ne peut rarement connaître la véritable cause de karma. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste une loi très simple qui s'apparente à une loi mécanique, mais qui va bien au-delà. C'est la loi de cause et d'effet. Donc avec cette idée-là, quand on parle de courage, eh bien on va montrer que ce qui arrive, les petites catastrophes, sont explicables dans ce sens qu'il y a une cause ou quelque chose qui s'est passé, mais en même temps, cela va donner à l'individu, à l'enfant, au jeune adolescent, au jeune adulte, les moyens et l'incitation de faire face à ces événements. Donc, explication, responsabilité. Les deux vont de pair avec, bien sûr, les qualificatifs de courage, d'honnêteté, de responsabilité digne, avec ne pas être aigri, donc avec une certaine joie. Toutes ces choses-là, finalement, découlent d'une bonne compréhension de cette loi de karma qui s'applique non seulement sur le plan physique, sur le plan des pensées, sur le plan des sentiments, sur le plan finalement du courage intérieur moral, c'est-à-dire que nul effort n'est perdu, mais qu'on construit finalement sa force avec un effort au quotidien dans tous les domaines. Très bien. Très très important cette loi de karma. Alors comment humaniser l'enfant et l'aider à prendre confiance en lui? Alors on humanise l'enfant évidemment, non pas en disant fais ci, fais ça, surtout pas comme je fais moi, mais en lui donnant effectivement l'exemple
de ce rapport humain positif qu'on a avec lui, le transposer à d'autres, en montrer l'efficacité justement éducative de cet amour que l'on a, de cette générosité que l'on a à son égard, lui montrer que c'est exportable à tout le monde et que, effectivement, on peut, dans ce cadre-là, exprimer bien sûr le meilleur de soi-même et aider les autres à exprimer le meilleur d'eux-mêmes et fonder ainsi une relation très très positive et très riche. Et donc, il y a là, effectivement, une confiance qui va se renforcer et qui va donc permettre aussi le courage d'être positif dans des adversités qui pourraient inciter à la fuite ou à l'attaque. Donc, c'est effectivement cet exemple qui doit prévaloir avec les explications qui vont avec, en suivant bien sûr les différents âges de l'enfant et en suscitant des questions. Et toujours, il y a la méthode aussi qui consiste à lui poser des questions pour l'aider à réfléchir, à sortir de lui-même, c'est l'éducation, à sortir de lui-même les réponses qu'il a en lui.